Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est la première nouvelle qui est sortie ce matin qui nous parvenait tout droit du caucus en ce moment, de la retraite, le huis clos, le lac à l'épaule. La retraite fermée. La retraite du fermée. cabinet Trudeau. Du cabinet Trudeau en plein centre-ville de Montréal. Et un peu chaque jour, on voit des ministres, des membres importants, influents du gouvernement Trudeau qui font des sorties pour faire toutes sortes d'annonces. On tente de rattraper, si on veut, le momentum qui a été perdu là, dans les derniers mois, les dernières années du côté du gouvernement Trudeau. Et c'est sur l'enjeu de l'heure, bien évidemment, qu'on a décidé de réagir, c'est-à-dire la pression de l'immigration et des étudiants, travailleurs étrangers au Canada que ça vient mettre sur le réseau du logement. Et c'est pour ça qu'on a annoncé là, de la bouche du ministre de l'Immigration, Mark Miller, ce matin, qu'on va réduire considérablement le nombre d'immigrants internationaux qui viennent dans les 2 prochaines années ici au Canada. On dit qu'on va étudier vraiment les étudiants étrangers. Oui, parce que ça paraît peut-être pas, mais en termes d'immigration temporaire pour les étudiants étrangers, ben, ça en est beaucoup. Là. En 2023, le nombre permis, là, ça grimpait à presque 560 000 personnes qui venaient étudier. Là, on veut plafonner ça pour la prochaine année à 364 000 permis d'études aux étudiants internationaux. Un nombre qui va être révisé pour l'année qui va suivre après ça. Mais c'est quand même un moins 35 % qu'il faut nuancer en disant quand même qu'il y avait une étude, je pense que c'est vendredi passé dans le Globe and Mail, une étude pas faite par le Globe and Mail, une étude du gouvernement, mais qui a coulé dans le Globe and Mail, qui disait qu'il y avait 19 % des gens admis au Canada à titre d'étudiants étrangers qui étudiaient pas. Oui, qui venaient essentiellement en disant ouais, on s'en vient étudier, mais qui sont finalement des immigrants par entière. Ben, en tout cas, qui essayent de le devenir ou de rester au Canada puis de travailler à place d'étudier, mais donc ils profitent de la générosité ou de la facilité d'avoir un visa d'étudiant pour rentrer au Canada. Puis c'est pas comme 3-4 sur le lot, là, c'est 19 %. En fait, c'est presque 1 sur 5 qui n'étudiaient pas. Fait que là, le ministre dit je réduis de 35 % les seuils, mais si tu règles juste ce problème-là, t'as déjà 20 % de réglé, là. Oui. De gens qui sont pas des vrais étudiants. C'est déjà effectivement une proportion qui est amenée à baisser. Lui, dans les dernières semaines, on l'avait entendu, parlait d'un système qui a perdu le contrôle là, au terme des étudiants temporaires étrangers. Il a quand même assuré aujourd'hui, M. Miller, que c'est pas une annonce qui est en lien avec le logement directement. Même si, on se comprend, on cherche à lier les deux. J'ai trouvé qu'il patinait. C'est-à-dire qu'il dit... Il a dit c'est pas lié avec le logement, ça réglera pas le problème de logement, mais oui, c'est sûr que ça met une pression sur le logement. C'était comme pas clair. Ben, j'avais l'impression, on dirait qu'il faisait une annonce là, qui était à peine convaincu lui-même. Puis on sait que la philosophie des libéraux, c'est très, très, très pro-immigration. Oui. Fait que là, d'être obligé de revenir en arrière là-dessus, c'est comme s'il s'excusait de le faire. Mais tu te dis, ben là, voyons... Puis là, il n'avait pas le goût de dire qu'il avait perdu le contrôle, mais en disant on réduit de 35 %, t'es comme, on voit bien que tu avais perdu le contrôle. Fait que c'était pas une conférence de presse que j'ai trouvée affirmative. Là. C'est comme s'il faisait une annonce en s'excusant de faire l'annonce. Oui, puis ça n'a pas convaincu non plus certains des principaux intéressés, le Québec et le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault. Mais le Québec est peu touché par cette mesure-là. C'est surtout l'Alberta, pas l'Alberta du tout, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Parce qu'on dit le Québec, en termes d'étudiants, a pas plus que sa part. Donc, c'est vraiment pas ça. Non, le Québec, ça changera à peu près rien au Québec. Oui, on parle d'une dizaine de milliers, peut-être quelques dizaines de milliers d'étudiants étrangers de moins qui pourraient arriver au Québec et ce qui était largement insuffisant en termes là, des attentes du bureau de la ministre de l'Immigration québécoise, Christine Fréchette, qui a dit ça va avoir un effet limité, ça va presque pas toucher le Québec comme mesure. Parce que le Québec, c'est vraiment le cas des demandeurs d'asile, là, des gens qui arrivent pour demander l'asile. C'est pas les étudiants, c'est les demandeurs d'asile. C'est là-dessus que portait la lettre de François Legault la semaine passée. Et ça, il n'y a pas d'annonce là-dessus. C'est-à-dire que les membres du cabinet fédéral ont dit la lettre de M. Legault, c'est bien intéressant, c'est des points importants, mais il n'y a pas d'annonce là-dessus. Non, c'était pas du tout là-dessus là, qu'on est sorti aujourd'hui. Donc, ça demeure là, puis c'est ce qu'a rappelé Mme Fréchette, une priorité, là, l'urgence pour Ottawa selon le Québec. Mais si le gouvernement Trudeau voulait agir, là, en disant, ben là, la crise du logement, des économistes ont fait le lien que l'ampleur des seuils d'immigration ou des nombres de nouveaux arrivants venait contribuer. La façon facile d'agir, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, les étudiants. C'est ce qu'il y avait de plus facile à circonscrire, plus facile à toucher. Il y avait déjà une étude qui leur disait qu'il y en a 20 % qui étudient même pas.
Fait que je dirais aujourd'hui, ils ont touché à la partie la plus facile pour avoir l'air de poser un geste. Tout savoir en 24 minutes. Mais il n'y avait pas que les ministres du gouvernement Trudeau qui étaient qu'ils ont accueilli de la visite? Mais ils ont reçu de la visite. De la belle visite. De la visite incompétente aux yeux de certains, Mario. Aux yeux du chef de l'opposition. Aux yeux du chef de l'opposition. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a été invitée à rencontrer les ministres du gouvernement Trudeau. Une annonce, là, une invitation, on dit, qui a été faite avant les commentaires de M. Poilievre la semaine dernière. Mais ça tombait bien. Mais ça tombait bien, parce que je le rappelle, la semaine dernière, M. Poilievre qui a fait une sortie controversée sur X, anciennement Twitter, en disant qu'il y a une chute massive de la construction au Québec, et il dit « Des maires incompétents, Marchand et Plante bloquent les chantiers, l'argent fédéral qui va aux villes, va vraiment arriver quand je vais être premier ministre, etc. » Une attaque, évidemment, qui n'a pas tardé à faire réagir à la fois les principaux intéressés, Mme Plante, M. Marchand, qui ont réagi. D'ailleurs, Bruno Marchand était plus tôt ici, là, au micro de notre collègue Yasmine Abdel-Fadel, puis encore une fois réitéré que c'était des propos complètement ridicules à tenir, selon lui, pour un chef de l'opposition du Canada. Mais bref, Mme Plante, elle, qui était invitée et qui tombait à point, comme tu le dis, mais pour venir parler des questions de logement, encore une fois, là, qui sont les enjeux de l'heure. Mais ça permettait surtout aux libéraux de jouer cette carte, là, de se démarquer en jouant la carte. Nous, on est le parti qui va collaborer avec tout le monde. Mais tu sais, en même temps, chacun joue sa carte parce qu'aujourd'hui, Pierre Poilievre en a remis, là. Oui. Il en a remis sur Valérie Plante. Mais les libéraux, eux, donc, jouent la carte de dire, pendant qu'il y en a un qui insulte les élus, nous, on va faire un travail de collaboration. La question du logement, on va l'aborder, mais en collaboration avec tous les intervenants. Donc, moi, je pense que la venue de Valérie Plante, ça a l'air que l'invitation est arrivée avant, mais ça venait particulièrement bien, puis ils étaient fiers, les libéraux, de le faire savoir un matin. Vraiment, là, c'est une forme de réplique à Pierre Poilievre. Voilà, puis ils ont quand même des gros dossiers à aborder, là, excluant tout ce qui s'est passé avec Pierre Poilievre, là, toutes les questions de logement ici. Mais c'est certain, là, on le sait, ça doit passer par Québec. Hein. Toutes les ententes Absolument. ici dans la province, le gouvernement fédéral doit verser tout premièrement l'argent au gouvernement du Québec qui, lui, doit négocier. En fait, c'est déjà fait. Ils l'ont ententes. négocié, je pense, c'est-tu début décembre, le mois de novembre. Ils l'ont fait avant Noël. Ils ont mis chacun 900 millions dans un fonds. Ça a fait 1,8 milliard pour le logement. Annonce conjointe. Donc, c'est fait. Le transfert à d'Ottawa vers Québec, il est fait pour faire des projets de logement. Mais ça veut pas dire que c'est pas utile quand même là, d'avoir la mairesse d'une des plus grandes villes dans le pays pour être capable de discuter des enjeux qui préoccupent la ville en tant que telle puis savoir ce que les libéraux pourraient faire de plus. Oui, tout à fait. Mais sauf que, c'est ça, Pierre Poilievre lui joue la carte que les gens qui votent Valérie Plante, c'est des gens de gauche, ils voteront jamais conservateurs. Une mairesse woke, qui va avoir des ministres woke, un gouvernement woke. C'est ça, qui a enfoncé le clou de l'incompétence encore aujourd'hui. Actualité. Aujourd'hui, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, était de passage au micro de l'animateur de radio Paul Argan ce matin et a réagi au dossier de la judiciarisation, ma foi, du dossier Nordvolt en ce moment, là, qui pourrait, selon lui, faire peur aux investissements étrangers. Lui qui s'est montré inquiet de l'espèce, ce que lui qualifie d'élan d'hostilité envers le projet Nordvolt. Je rappelle, le Centre québécois du droit de l'environnement, 3 citoyennes également, qui ont exigé l'arrêt des travaux en ce moment, là, qui ont été amorcés pour l'usine sur la Rive-Sud, en Montérégie, de Nordvolt, ont exigé l'arrêt en disant que c'est un habitat pour des espèces menacées, vulnérables, que le projet n'est pas soumis entièrement au BAP, au Bureau d'audience publique sur l'environnement, parce qu'il faut comprendre, c'est pas le projet en entier, qui est un méga projet, qui est soumis au BAP. Il y a seulement une partie du projet qui va devoir passer par cet exercice public, tandis que les autres sont soumis à des normes environnementales qui sont imposées par le ministère de l'Environnement, mais pas par le BAP lui-même. Et là, c'est ce qu'on demande, entre autres. Pour l'instant, les travaux sont à l'arrêt. Et c'était source d'inquiétude, donc, pour M. Fitzgibbon aujourd'hui. Oui, tu partages son avis? Il a entièrement raison. La réputation du Québec comme lieu d'investissement, parce que si on construisait une usine dans un parc national, parce qu'on disait, c'est le seul endroit qu'on a, puis là, le parc, on défait, on enlève son statut de parc, puis là, on met... Là, je comprendrais qu'il y a eu un débat, mais là, on est sur un terrain industriel. Fait quand tu ramènes ça à la réputation du Québec dans le monde comme un endroit pour investir, mettons que Nordvolt raconte leur histoire. Nous, on nous a présenté un des plus grands terrains industriels du Québec. Autrefois, il y avait là-dessus une usine d'armement,
d'explosifs, il y a eu de la peinture, mais c'est tout du gros industriel, polluant d'ailleurs. Et nous, on va faire une usine verte de batteries pour la transition énergétique sur place. Puis là, on se fait arrêter par les tribunaux. Je veux dire, ça te dit, mais c'est quoi le Québec? Il offre un terrain industriel, puis finalement, il n'est pas industriel, ou quelqu'un conteste qu'il soit vraiment industriel. Et quand ces gens-là parlent d'espèces rares ou de lieux uniques, mais ces espèces-là, ils étaient toujours pas là dans le dernier siècle. Je veux dire, il y a eu un incendie, il y a eu une explosion. Tu sais, c'est un terrain industriel, il y a eu une explosion avec mort, il y a tout un historique, mais sur un siècle, il y a eu un historique industriel sur ce terrain-là. Oui. Avec les espèces, là, tu sais, c'est pas logique. C'est pas logique, sauf que ce que ça démontre, c'est à quel point c'est facile au Québec. Trois individus, puis un petit groupe environnemental, puis salut, le projet est arrêté. Alors, on va voir demain ce que le tribunal en pense. Peut-être que tout va reprendre normalement, mais pour l'instant, le ministre Fitzgibbon a raison de s'inquiéter. Oui, mais son homologue fédéral, lui, était beaucoup plus, disons, le prudent sur la question. Entre autres, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, qui, lui, est sorti aussi aujourd'hui pour s'exprimer sur la question. Puis, selon lui, sa lecture de la situation, c'est que Nordvolt, c'est une entreprise qui sait dans quoi elle s'embarque, puis je reprends ses propos, ce sont de grands garçons qui sont capables quand même de venir faire ce genre de choses. C'est vrai aussi, mais c'est un projet, c'est une course contre la montre dans l'industrie des batteries, et c'est un projet où le temps est un enjeu. Là. Si ce projet-là devait être retardé, je sais pas, là, 3 jours, c'est tel que tel, mais si ce projet-là devait être retardé de plusieurs semaines, moi, je pense que ça deviendrait vite un problème critique. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, 16 ans après la mort de Cédrica Provencher, celui qui était encore considéré par la police comme le principal suspect dans cette affaire-là, va sûrement témoigner dans sa poursuite qu'il fait contre la Sûreté du Québec et contre l'État du Québec. Une poursuite de 10 millions de dollars qu'il intente après avoir été victime, selon lui, d'acharnement de la part de la police. On rappelle, c'est toute une saga judiciaire, peut-être l'une des plus suivies au Québec, Mario, celle de Cédrica Provencher. Mais c'est encore aujourd'hui le meurtre d'une enfant. Dont on a retrouvé les ossements plusieurs années après, mais qui est non résolu, pour lequel il n'y a pas de coupable. Donc, ça demeure dans les annales judiciaires un dossier ouvert et problématique. Voilà, parce que la jeune Cédrica, je rappelle les faits, Trois-Rivières en 2007, se fait enlever, se fait assassiner alors qu'elle a 9 ans pendant des années. Il n'y a pas d'accusation qui tombe. En 2015, on retrouve les ossements, mais on n'était pas capable de mettre personne en accusation. Et là, c'est une opération policière qui a été déclenchée pour tenter de piéger Jonathan Bété, qui était le principal suspect dans l'histoire. Ils ont pu l'arrêter en lien avec la pornographie juvénile. Le problème, c'est qu'on dit que les perquisitions policières, les fouilles pour trouver la dite pornographie juvénile, étaient obtenues de façon abusive. C'est le tribunal qui a donné raison de ce côté-là. Donc, il a été, là, pour l'instant, acquitté de tout ça. Et donc, demande 10 millions de dollars, lui et sa famille, pour ce qu'il qualifie d'acharnement. Mais jusqu'à ce jour, la Sûreté du Québec, eux, continuent de dire que c'est lui le principal suspect dans cette histoire-là, le seul des suspects potentiels qu'ils n'ont jamais réussi à exclure dans cette affaire-là, mais ils sont pas capables non plus de l'accuser formellement. Et là, le problème, c'est que pour le procès, pour la Sûreté du Québec, on aimerait que ça se déroule à huis clos, parce qu'on dit qu'il y a des techniques d'enquête qui sont utilisées par les enquêteurs qui ne doivent pas être rendus publics. Mais lui veut tout ça en public. Lui se dit prêt pour se disculper, pour clarifier les choses, se dit prêt à parler en public, veut que ça se fasse en public, donc veut jouer la carte là, de la transparence absolue. Oui, absolument. Là. Veut que tout le monde puisse se faire son idée au Québec là, sur son cas. Et pour la police, on dit, là, puis c'était vraiment là, l'enquêteur Chantal Daudelin qui témoignait aujourd'hui, entre autres, là, pour que ça reste à huis clos devant le juge, disait qu'il pourrait y avoir des vies en danger, selon elle, si le juge Gregory Moore ordonne pas que ça se déroule à huis clos, en disant que c'est des techniques tellement essentielles que le grand public ne connaît pas, qui sont utilisées pour toutes sortes d'affaires comme celle-là. Donc, c'est vraiment un gros dossier. Hein. Ça va toujours être suivi, on s'entend que ce soit à huis clos ou pas, beaucoup là, par la population. Ouais, puis, tu sais, je comprends certainement que si Jonathan Bété n'a vraiment rien à se reprocher, je veux dire, ce qu'il a vécu est incroyable. Oui. Ce qu'il a vécu est incroyable. C'est un... Bon, par contre, la police continue à dire que c'est le principal suspect. Il a toujours refusé de passer de test polygraphique également. Puis bon, il y a toujours la question du véhicule, mais... T'sais, ça semble quand même mince en termes de preuves, là, ce que la police a. Ça a été dit d'ailleurs que ça reste mince en termes de preuves, pas pour rien qu'ils peuvent pas l'accuser. Fait qu'on en est là.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On a de la suite dans un dossier qu'on a suivi pas mal à l'automne dernière, Mario, alors que Germain Lemay a plaidé coupable aujourd'hui. Germain Lemay, qui c'est? Mais c'est cet homme, en septembre dernier, là, à Hamden, tout près de Scottstown, en Estrie, qui s'est fait tirer une balle dans le bras par le groupe tactique d'intervention, le GTI québécois. Je rappelle, c'est un homme de 30 ans qui diffusait beaucoup de vidéos sur TikTok entre juillet et septembre 2023. Lui qui se considéré comme un combattant de la liberté, puis avec sa conjointe, continuait de propager toutes sortes de théories complotistes et accusait, entre autres, Justin Trudeau, François Legault d'être les fameux pédosatanistes de mèche avec un gouvernement mondial supposé. Bref, toutes sortes de théories complotistes qui reviennent beaucoup. Le problème, c'est que lui, à ce moment-là, qui est en arrêt de travail pour des douleurs au dos, avait menacé son agent de la CNESST qui s'occupait de son dossier, avait causé des dommages au bureau de l'organisme de la CNESST et avait continué à proférer, pas juste des théories complotistes, mais des menaces physiques contre Justin Trudeau et François Legault. Ouais. Un point tel que le GTI est allé pour le cueillir. Et si je me trompe pas, dans un de ses TikTok, on voyait des munitions. Oui. Et ça a fait un peu... ça a allumé les policiers là, sur les risques. Voilà, et c'est pour ça qu'on a envoyé le GTI. Puis quand le GTI débarque, on se comprend, c'est l'équivalent du SWAT québécois. On s'en va là, armé, prêt à intervenir pour quelqu'un qui pourrait être potentiellement dangereux. Et danger potentiel, il y avait, alors que Germain Lemay, lui, tenait une arme longue dans ses mains. Les attendait avec un fusil. Là. Les attendait avec un fusil, a reçu une balle dans le bras, donc a été hospitalisé par la suite, mais sa vie a été sauve. Et là, pour l'instant, il a plaidé coupable aujourd'hui à 5 chefs différents d'avoir proféré des menaces, mais il continue de contester d'avoir braqué une arme à feu sur les policiers et d'avoir possédé une arme à feu avec des dessins dangereux. Donc, son procès se poursuivait hier, plutôt aujourd'hui, toute la journée, là, pour mettre ces deux accusations-là mais en cause. Mais il plaide coupable aux menaces, là, contre le premier ministre, contre les premiers ministres. Oui, il plaide coupable, puis on peut comprendre tout de suite, Mario, pourquoi il plaiderait coupable dans quelque chose comme ça. Je veux dire, j'ai déjà sorti moi-même ici à Cube les extraits audio de certains de ces TikTok dans lesquels il hurlait, là, on s'en souviendra, là. Ça a été depuis supprimé, je peux pas les faire réentendre, mais c'est quelque chose que lui proférait à voix haute. Bien, il hurlait, là, c'est le bon mot. Oui, il hurlait vraiment, puis si je dis que c'est un dossier qu'on suivait, c'est parce que j'avais réussi à découvrir que, malgré leur insistance de lui et sa conjointe, qui se présentait comme Mme Melinda Stone sur les réseaux sociaux contre, justement, les supposés pédophiles du gouvernement, mais que Mme Melinda Stone, c'est Melinda Stickles, son vrai nom. C'est une femme qui a plaidé coupable elle-même à 6 chefs d'accusation de caractère sexuel qui impliquaient des enfants lorsqu'elle était une gardienne entre décembre 2006 et avril 2007. On n'a plus entendu de suivi du côté de cette histoire-là, mais clairement que pour M. Lemay, le procès va se poursuivre. Puis je poursuis Mario parce qu'il n'est pas le seul, même si la pandémie est derrière nous. On se rend compte qu'il y en a encore beaucoup, de la violence puis des menaces envers les élus. C'est un homme de 43 ans de Donnacona, Jimmy Brodeur, qui lui aussi a reconnu sa culpabilité aujourd'hui d'avoir proféré des menaces envers, encore une fois, François Legault, Luc Boileau, Justin Trudeau, Horacio Arruda, Dr Boileau et j'en passe, là, toutes ces personnes-là qui l'avaient menacé dans le cadre justement de la pandémie. Lui avait déjà été trouvé coupable de méfaits pour s'en être pris, Mario, en novembre dernier, à une station de Purel. Une station de Purel à Québec qu'il avait démolie. Donc, parce qu'on lui demandait de porter un masque, il s'était choqué. Mais cet homme-là, lui, a eu des propos excessivement inquiétants. Là. Pendant la pandémie, il y a des enquêteurs qui fouillaient sur le web pour s'assurer qu'il n'y ait pas des menaces trop intenses. Puis on s'est rendu compte que lui parlait de mettre une balle dans la tête du docteur Luc Boileau, disait que des prisonniers à l'État, ça coûte 70 000, mais qu'une balle de fusil, ça coûte 29 cents. Vraiment des propos absolument horrifiants qu'il a proférés. Il demande maintenant la clémence du juge dans cette histoire-là, en ayant plaidé coupable, parce que c'est un serviteur de la fonction publique, Mario. Lui-même travaille dans l'informatique pour le réseau de la santé du Québec, donc est suspendu depuis de ses fonctions. Puis ça pourrait bien sûr mettre en péril son emploi, travailler pour l'État quand tu menaces la tête de l'État en question. Mais bon, pour l'instant, ça reste à voir, lui qui demande plutôt donc une absolution conditionnelle, mais 1 000 $ à un organisme de charité. On verra ce que le juge décidera. Tout savoir en 24 minutes.
L'immeuble qui a été incendié dans le Vieux-Montréal et qui a causé l'un des incendies les plus mortels en près de 50 ans à Montréal, sur la place Diouville. Je rappelle 7 personnes qui ont perdu la vie en mars 2023. Mais l'immeuble vient juste d'être mis en vente par son propriétaire. Là, ça fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux. Surtout le terrain maintenant qui est en vente. Là. Ben, c'est ça. Ça fait beaucoup réagir les gens sur les réseaux sociaux de voir que c'est un bâtiment qui est devenu comme ça, là, de nouveau en vente. Là, on demande 2,95 millions de dollars pour le terrain. C'est un bâtiment sinistré, 5158 pieds carrés de bâtiment. Ce qui est spécial, c'est qu'on mentionne que c'est un bâtiment sur une zone culturelle. On mentionne que c'est un immeuble qui a subi d'importants dommages à la suite d'un incendie. Mais on parle pas des décès. On parle pas vraiment là, de ce qui s'est passé autour de tout ça. Donc, Mais en même temps, aussi tragique que ça puisse être, on veut dire, on veut pas laisser ça dans le centre-ville comme ça. Je pense pas que le propriétaire actuel est celui qui va réinvestir. En tout cas, ça semble pas être le cas. Fait que je sais que c'est comme une tragédie épouvantable. Mais là, une fois, même à l'Île-Verte, là, on a beaucoup parlé. Demain, ça va être les 10 ans de l'incendie à l'Île-Verte. Mais là, dans les prochains mois, on va ouvrir un autre centre pour aînés. Tu sais, la vie, il y a eu des morts, il y a une tragédie, on a pleuré, mais à un moment donné, il faut se relever, puis le terrain est là, en plein dans le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal n'a plus de terrain. Non, effectivement. Quelqu'un va l'utiliser à des fins utiles, que ce soit du logement ou peu importe. Là. Voilà, donc c'est effectivement inclus, là, d'ailleurs, dans l'annonce. Là, on demande ce qui est reconstruction du bâtiment. Puis tu parles de l'Île-Verte, Mario, c'est un sujet aussi, là, j'en profite pour le dire, qu'on va beaucoup traiter ici à Cube, là, soyez des nôtres. Là, les 10 ans, c'est un événement absolument tragique. Je réécoute encore là, des témoignages de gens, des services de pompiers qui sont intervenus. Mon Dieu, quelle histoire. Le Monde. Les autorités au New Hampshire ont annoncé aujourd'hui avoir ouvert une toute nouvelle enquête sur des appels truqués qui ont été faits à toutes sortes d'électeurs qui sont dans le New Hampshire. Parce que si oui, on continue de suivre là, ce qui se passe comme primaire présidentielle du côté des républicains. Hein. Je rappelle, Ron DeSantis s'est désisté durant la fin de semaine. Il reste entre autres, bien évidemment, Donald Trump, donné grand favori, Nikki Haley. Mais il y a quand même des primaires pour les démocrates, même si Joe Biden, lui, devrait être quand il y a un nommé président sortant, c'est quasiment un automatisme, mais ça existe quand même. Il y a quand même 2 candidats qui s'opposent à lui, qui sont très peu connus pour l'instant, mais on a reçu du côté de certains électeurs des appels qui appelaient les électeurs à tout simplement pas venir voter du tout, en disant que le seul vote qui allait faire la différence, c'est en novembre, donc à l'élection, et non pas maintenant. Est-ce que c'était bel et bien Joe Biden qui prenait le temps d'appeler tout le monde un par un pour dire ça? Parce que c'était la voix de Joe Biden. La voix de Joe Biden? Ben non, c'est ce qui semble être un stratagème d'intelligence artificielle, comme on l'utilise pour toutes sortes d'arnaques. Donc on a fabriqué un faux appel, puis là on l'a envoyé, on a fait un fichier pour l'envoyer à des milliers de personnes. Oui, puis la voix de Joe Biden, là, je ne veux pas donner une mauvaise idée aux mécréants de ce monde, mais c'est une des voix les plus faciles à reconstruire par intelligence artificielle, justement avec celle de M. Trump, parce que quand tu as une figure publique comme ça qui dit tellement de propos de même. Moi, je pourrais vous sortir des extraits d'un faux Joe Biden là, dans la prochaine heure, là, si je m'y mettais. Donc, c'est quand même là, quelque chose d'assez courant, mais qui a été utilisé pour mener les électeurs à ne pas aller voter. Puis tout ça, c'est complètement illégal. C'est de la perturbation électorale dans l'État. Donc, on a ouvert une enquête aujourd'hui pour donner suite à tout ça. Tout savoir en 24 minutes. Du côté de l'ONU, on va examiner une requête d'enquête sur le traitement que la Chine fait en ce moment au Tibet, alors qu'il y a des militants qui dénoncent un génocide culturel qui serait en cours en ce moment. Selon des experts indépendants, des militants de la cause tibétaine, on parle d'à peu près 80% des enfants tibétains en âge d'être scolarisés, au-dessus d'1 million d'enfants de 3 à 18 ans qui ont été enlevés à leur famille dans les derniers mois, dernières années, pour être envoyés dans un réseau de pensionnats implanté par la Chine sur le territoire. Du côté de la Chine, on dit que c'est respectueux des traditions, que c'est des pensionnats qui sont pour le bien des enfants, qui sont souvent isolés en montagne, en haute altitude, puis qui n'ont pas accès à des services scolaires. Mais pour le groupe indépendant, on dit que c'est bien évidemment pour assimiler ces jeunes-là à la culture chinoise, que c'est des programmes obligatoires avec un endoctrinement très intensif, ce qui correspondrait bien évidemment à la définition de génocide culturel. Bref, tout ça sera étudié devant le Comité des droits de l'homme à l'ONU. On peut étudier l'ensemble du dossier de la Chine au Tibet, là, depuis quelques années, quelques décennies en fait. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.